Est-ce qu'il faut être riche pour espérer vivre plus longtemps en bonne santé? Vous avez des gens très très riches qui meurent comme des chiens. En réalité, il faudrait que l'on soit capable aujourd'hui de gommer de son esprit tout ce qu'on croit savoir sur la longévité. Est-ce qu'on peut réellement ralentir le vieillissement des cellules? C'est démodé ça maintenant. Ce qu'on peut faire, c'est les immortaliser. Ah, il faudrait se préoccuper de son état à partir de quel âge? La première manifestation de ce vieillissement, ça sera la fatigue. 30-50, et moi j'appelle ça le hold-up de la vie. Entre la famille, le boulot, vos 20 plus belles années disparaissent. Ça passe. Brian Johnson, l'homme qui refuse de vieillir. C'est comme l'histoire de se faire injecter le sang de son fils. C'est barbare comme expérience. Et alors qu'est-ce qui se passe? On observe. On voit que le sujet vieillissant rajeunit. Comment c'est possible? J'étais sûr que vous alliez me poser la question. L'âge chronologique, l'âge physiologique et l'âge ressenti. Et l'âge ressenti, c'est un énorme traître, parce qu'on a toujours l'impression d'être plus jeune que son âge réel. Faire avec 5 répétitions tous les jours permet de prendre de la masse musculaire. Absolument. Un exercice aussi simple que ça. Et elle me dit, docteur, vous avez un problème avec la mort. Et j'ai dit, oui, j'ai un problème avec la mort, oui, bien sûr. Je déteste la mort. Ce que vous êtes en train de nous dire, docteur, c'est qu'on pourra potentiellement vivre jusqu'à 122 ans. On travaille là-dessus. J'ai constaté une petite chose. Plus de 60% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. 60%, ça fait beaucoup quand même. Donc j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous aimez notre travail et que vous souhaitez nous soutenir, une seule chose à faire, abonnez-vous dès maintenant et moi, en retour, je m'engage à écouter vos feedbacks, inviter les meilleurs experts au monde et continuer à réaliser un show de qualité. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Pourquoi certaines personnes de 75 ans sont encore brillantes, actives, épanouies, pendant que d'autres semblent vieillir prématurément? Est-ce une question de génétique, de chance ou de connaissance? Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'un des plus grands experts de la médecine de la longévité. Sa conviction est que le vieillissement n'est pas une fatalité, c'est un processus que l'on peut ralentir, comprendre et influencer. Depuis plus de 30 ans, il développe une approche médicale globale, préventive, fondée sur la science, avec un objectif, nous permettre de vivre plus longtemps, mais surtout en bonne santé. Un cerveau vif, un corps fonctionnel et une vraie qualité de vie. Gérontologue, physiologiste, fondateur d'un institut de référence, auteur de plus de 10 ouvrages traduits en plusieurs langues, il est l'un des rares experts français à rendre accessibles les véritables enjeux du vieillissement. Docteur Christophe de Gégère, bonjour et bienvenue dans le Manal Show. Merci beaucoup, bonjour à vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Comme je vous le disais, la longévité, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Donc je vous préviens, j'ai beaucoup de questions à vous poser. On va vraiment rentrer dans le détail. Et justement, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, quand on parle de la médecine de la longévité, on parle de quoi exactement? On parle de continuer à vivre, mais vivre. Pas survivre, vivre le plus longtemps possible. Donc, en réalité, il faudrait que l'on soit capable aujourd'hui de gommer de son esprit, de son cerveau, tout ce qu'on croit savoir sur la longévité, tous les a priori que nous avons sur la longévité. Et le premier est certainement celui qui est sur Madame Jeanne Calment. Pourquoi j'en parle? C'est parce que pendant des années, quand je parlais de longévité, les gens me disaient « Oh, comme Jeanne Calment, ça ne nous intéresse pas. » Les choses ont totalement changé. Il ne s'agit pas de vivre 122 ans dans un mauvais état physique et psychique. Il faut imaginer, rester comme vous êtes, être capable d'aimer, de créer, d'entreprendre, de travailler, comme vous le faisiez à 40, 50 ans. Mais ça, dans la durée. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'une vie à moitié, il ne s'agit pas de survivre à des maladies, etc. Je critique personne en disant ça, soyons très clairs. Mais le but de la médecine de la longévité, c'est pas de prolonger, si vous voulez, une vie à handicap. Le but de la médecine de la longévité, c'est de s'appuyer sur la santé pour vivre le plus longtemps possible dans le meilleur état possible. Et aujourd'hui, nous avons des connaissances scientifiques, nous avons des moyens de mesure, des moyens d'intervention
qui permettent de sortir cet enjeu du fantasme, et nous sommes aujourd'hui dans la réalité. Et justement, est-ce qu'il y a un aspect de votre travail qui est souvent mal compris ? L'aspect qui est souvent mal compris, c'est justement celui-là. Mais cet aspect, il est en train de changer avec l'intervention des gens de nouvelle génération. De plus en plus, vous avez des gens de 30 ans, de 40 ans qui s'intéressent au sujet. Et eux, c'est pas par rapport à des maladies. Eux, c'est par rapport à rester au top de leur santé. Ça, c'est leur le préoccupation. plus longtemps possible. C'est leur préoccupation. Pas du tout de façon égoïste, moi, dans mon coin. Et ça, c'est une caractéristique de tous les gens que je vois. C'est très intéressant, ça, qu'on en parle, parce qu'on en parle rarement. Ce sont tous des gens qui sont tournés vers les autres. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent aider les autres, mais qui ont compris que pour aider les autres, il fallait être soi-même en bonne santé, soi-même actif, et pas faire partie de gens à aider, justement. Ou alors, il y a une autre chose qui m'avait été dit une fois, c'était « je veux pas être une charge pour mes enfants, mes petits-enfants. Je veux, aujourd'hui, alors que je suis bien, tout faire. Et la science nous montre que l'on peut faire énormément de choses. Ensuite, soyons clairs, c'est un peu, il n'y a pas de garantie, mais c'est un peu comme une voiture. J'aime bien prendre les exemples de voitures parce que ça parle à tout le monde. Quand vous faites correctement l'entretien de votre voiture, ça vous garantit pas qu'il n'y ait pas une panne un jour ou un accident un jour. Mais honnêtement, vous mettez toutes les chances de votre côté de pouvoir profiter de votre voiture le plus longtemps possible par rapport à quelqu'un qui n'entretiendrait pas sa voiture. Oui, tout à fait. Donc, ce que nous faisons pour notre voiture, faisons-le pour notre santé. C'est d'une telle évidence que personne ne le regarde, que personne ne le voit, que personne ne l'entrevoit. Et est-ce qu'il y a une expérience particulière qui vous a marqué et qui pourrait justement illustrer votre travail pour qu'on comprenne bien ce que vous faites? Les gens que nous voyons ont de 22 à 95 ans actuellement. Donc vous voyez, c'est assez large. C'est plutôt large. La personne de 95 ans, on la connaît depuis 25 ans. Et il y a 25 ans, cette personne, elle est venue en nous disant, écoutez, donc elle avait 70 ans, elle disait, j'ai plein de projets, j'ai plein de boulot, mais j'y arrive plus. Donnez-moi juste 10 ans pour que je finisse mes principaux projets et que je parte tranquille. Donc, on a travaillé ensemble, on l'a bien amélioré. Et 10 ans après, je lui ai dit, écoutez, c'est la fin de notre contrat. Donc, et qu'est-ce que on ça arrête veut là. dire alors? Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on cesse d'intervenir et donc la personne retombe, si vous voulez, dans sa vieillesse classique. Elle me dit, mais vous n'y pensez pas? On continue, bien sûr qu'on continue. Et elle continue à être là et à travailler, à créer, etc. Donc ça, c'est des choses importantes. D'un autre côté, à 20 ans, on s'imagine qu'on est au top. C'est la fleur de l'âge. C'est la fleur de l'âge, exactement. Mais il y a des tas de gens qui sont pas bien 20 ans. D'accord ? C'est l'image des 20 ans qu'on a en tête. Ouais. C'est pas forcément la réalité. Vous avez certainement, quand vous aviez vous-même 20 ans, des amis qui n'allaient pas bien. Et ces gens, ils vont chercher, ils vont consulter en se disant, j'ai une maladie. Et le corps médical dit, non, il n'y a pas de maladie. Et donc les gens s'enfoncent dans leur malaise et sont pas bien. Et des fois, il y a simplement quelques carences dans leur organisme. Vieillir en bonne santé dépend de différents facteurs. Alimentation, rythme de vie, activité physique. Mais un élément essentiel reste trop souvent mis de côté, notre équilibre mental. Le stress, la solitude, l'entourage, ce sont des facteurs qu'on ne voit pas forcément, mais qui jouent un rôle essentiel dans le vieillissement. Et pourtant, on a souvent tendance à minimiser cet aspect. C'est pour ça que c'est essentiel de pouvoir parler à des personnes compétentes, formées pour nous aider à avancer et à nous sentir vraiment mieux. C'est justement pour ça que je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo, BetterHelp. C'est une plateforme 100% en ligne qui permet de consulter un thérapeute certifié directement de chez vous. Et quand on traverse une période de stress émotionnel, avoir un espace pour en discuter
ça peut vraiment tout changer. Mais trouver un bon thérapeute, c'est parfois très compliqué, surtout si vous vivez dans une région où les professionnels sont rares. Avec BetterHelp, c'est simple. Vous remplissez un questionnaire pour expliquer ce que vous traversez et la plateforme vous met en relation avec un professionnel français, certifié et enregistré à l'ARS, adapté à vos besoins. Vous avez le choix entre faire vos sessions par vidéo, par téléphone ou même par messagerie et vous pouvez aussi contrôler votre suivi et le mettre en pause si besoin. Et si jamais vous sentez que le feeling ne passe pas avec la personne attribuée, vous pouvez facilement faire une demande pour changer de thérapeute. La plateforme est très accessible, il y a vraiment ce côté humain. Et ce qui est très important, c'est que les thérapies en ligne respectent les mêmes règles de déontologie qu'en cabinet. Ça fait longtemps que j'ai compris à quel point il est précieux de se faire accompagner par des personnes compétentes. Et si vous aussi vous ressentez ce besoin, ou que vous avez tout simplement envie d'essayer, je vous ai mis un lien dans la description qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur votre premier mois chez BetterHelp. Le lien, c'est betterhelp.com/lemanalshow. Tout le monde devrait prendre sa santé au sérieux. Il faudrait se préoccuper de son état à partir de quel âge ? Alors, d'abord, revenons sur un concept, si vous voulez bien. C'est le vieillissement. Qu'est-ce que c'est que le vieillissement ? Parce qu'en fait, c'est un concept qui ne veut rien dire en soi. Le vieillissement est simplement un marqueur du temps qui passe. Ça veut dire qu'un gamin de 16 ans, il est vieux par rapport à un gamin de 12 ans. Il est vieux. Mais il sera tellement mieux à 16. Enfin, je lui souhaite en tout cas. Donc, de la conception à la fin de l'adolescence, le vieillissement est positif. Déjà, pour beaucoup de gens, de se dire que le vieillissement peut être positif est bizarre. Mais c'est le cas. Et nous, on a un mot en biologie, on appelle ça du développement. Donc, de la conception à la fin de l'adolescence, on est dans une phase de développement. Vous avez raison, c'est vrai, quand on a 12 ans, on a hâte d'arriver à ses 18 ans. Oui. La majorité. Des fois pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que c'est un sentiment qu'on peut quand même tous comprendre. Absolument. Mais à partir de 18 ans, c'est-à-dire très tôt dans nos vies, on rentre dans une deuxième phase. On quitte la phase de développement et on rentre dans celle de la sénescence. Et la sénescence, elle, c'est le vieillissement négatif. C'est-à-dire que tous nos systèmes vont doucement, progressivement se dégrader. D'accord. Alors, entre 20 et 30 ans, j'adore le raconter ça, entre 20 et 30 ans, vous avez telle réserve que vous ne ressentez pas le vieillissement. Hein ? J'ai comme ça une anecdote amusante d'une journaliste qui est venue, qui avait 28 ans, qui venait m'interviewer et qui me dit « Mais qu'est-ce que vous me racontez là ? Mais non, mais je suis en pleine forme, moi, 28 ans. On vieillit pas à 28 ans, mais c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. » Et je lui ai réfléchissez bien. Et on a fait une petite introspection sur sa vie et elle me dit « Ouais, vous avez raison. Quand j'avais 20 ans, 22 ans, je pouvais très très bien faire une nuit blanche et aller bosser le lendemain. Ouais. Et maintenant, il faut que je gère. Ouais. C'est-à-dire que les nuits blanches, c'est plus possible. Et me coucher tard, c'est juste avant le week-end, sinon c'est fini. Donc en réalité, elle le sent. Elle sent la différence. Elle le sent, mais elle ne veut pas l'admettre parce qu'on est sur les idées reçues. Mm-hmm. Entre 20 et 30 ans, encore une fois, ça rime plutôt avec immortalité qu'autre chose. 30-50, et c'est probablement l'âge de la plupart des gens qui nous écoutent chez vous, c'est, moi j'appelle ça le hold-up de la vie. C'est-à-dire qu'entre la famille, le boulot, vos 20 plus belles années disparaissent. Ah. Bah oui. Réfléchissez à ça. Vous êtes qu'un peu au milieu. Ouais. Et ça aussi, c'est une réalité. La plus belle partie de notre vie, c'est pas autour des 20 ans. On est très en forme, mais on est très inconscient des choses. 30-50, on se réalise plus, on comprend plus, on valorise plus, enfin on est plus mûr. Et donc nos expériences ont plus de valeur, mais réellement, sincèrement, le temps passe hyper vite. Vous devez bosser, vous devez vous occuper de vos enfants, de votre mari ou de votre épouse, enfin bref, ça passe. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce qu'on le ressent intérieurement ? On n'a pas le temps, on est pris par d'autres choses. C'est la période à laquelle on vieillit le plus vite, le plus ? Non, on vieillit. Alors, il y a des périodes de notre vie où on vieillit un peu plus vite. Autour de la trentaine, autour de la cinquantaine, il y a des petits pics, en fait, que l'on décrit.
Alors, si vous l'avez ressenti, c'est très bien, mais la plupart des gens le nient quelque part en disant, bah, et puis de toute façon, ils n'ont pas le temps d'y penser. Et quand ils vont voir leur médecin, s'ils ont un coup de fatigue à, mettons, 40 ans, leur médecin va prendre la tension, bon, ok, 12-7, va faire une petite analyse de sang, va aller examiner le patient, et puis il va dire, mais il n'y a rien, reposez-vous. 50-60, les maladies se mettent en place, mais ne s'expriment pas. 60-70, les maladies émergent, donc c'est les diagnostics de maladies d'hypertension, de diabète, etc. Alors je vous le fais de façon à la louche, très générale. Et au-delà de 70, les maladies se compliquent. Voilà un petit peu le cheminement de notre vie. Alors, dans toute cette première partie, je dirais avant 50-60 ans, la première manifestation de ce vieillissement, ça sera la fatigue. Les gens sont plus fatigués, ont moins de résistance physique, n'ont plus la capacité d'attention aussi longtemps. J'ai un chef d'entreprise qui me disait, il n'y a pas longtemps, il me disait, écoutez, moi, je suis en pleine forme, 55 ans, je suis en pleine forme, sauf que ma secrétaire ne me met plus aucun rendez-vous de travail après le repas de midi. Je suis plus capable. Il faut que je dorme, je vais faire du sport, je vais faire des trucs, mais je peux plus bosser. C'est qu'en fait, il n'a pas de maladie en soi, mais il se sent beaucoup plus fatigué. Il est beaucoup plus fatigué. Et dans cette fatigue, il y a un ralentissement général. Donc, ce ralentissement général, ensuite, se traduit par moins d'activité, donc moins de masse maigre, moins de muscles. Quand il y a moins de muscles, il y a moins de consommation des sucres. La graisse commence à prendre plus de place, etc., etc. Et le déséquilibre se majore. Il y a un déséquilibre de plus en plus grand. Alors, pas de souci, on part en vacances, on est capable de prendre le train ou sa voiture, on peut faire une petite partie de tennis. Et là, j'ai aussi une anecdote qui peut vous amuser parce que c'est sur le sport. Moi, je vois en permanence des gens de la 50 ans, de 60 ans, dont de la cinquantaine et un peu plus, et ces gens se disent « Ouais, je suis complètement en forme, au tennis, j'arrache tout, enfin c'est dingue. » Et en fait, non. À 20 ans, on court sur toutes les balles, même celles qui sont perdues. Moi, je me souvenais, je courais sur toutes les balles. Il fallait que je joue, il fallait que j'essaie de la rattraper, même si c'était impossible. Et tous ceux qui jouent à ce genre de jeu doivent très bien s'imaginer comme ça. Et ils sortent d'une heure de match, mais sur les rotules. À 50 ou à 60. C'est plus la même histoire. Non, pourquoi ? On gère. On ne va pas courir sur toutes les balles. On sait que la balle est perdue. On se prépare pour la suivante. Et donc, on sort en assez bonne forme. On peut finalement faire une deuxième partie. Et on se dit, regarde, je suis en meilleure forme qu'à 20 ans. Ça n'a rien à voir avec votre état. C'est simplement que vous apprenez à gérer. C'est ça, on apprend à gérer, c'est aussi l'expérience. Ouais. Je reviens à ma question initiale. À partir de quel âge, selon vous, faudrait-il commencer à prendre au sérieux les premiers signes du vieillissement ? Alors, il y a la théorie. La théorie, on vieillit à partir de 20 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se connaître à 20 ans pour avoir une référence. Comment se connaître à 20 ans ? C'est-à-dire qu'il faudrait passer un certain nombre de tests pour savoir où on en est de sa masse grasse, sa masse maigre, connaître sa densité osseuse, connaître sa rigidité artérielle, son débit cardiaque. Donc, il y a plein de choses que l'on peut regarder. Où est-ce qu'on peut faire ces tests-là, justement ? Ça, c'est à votre médecin de vous indiquer parce que... Moi, j'en ai jamais entendu parler. Dans le livre « Médecine de la longévité, une révolution », j'explique bien que on a une vision différente de l'individu. Aujourd'hui, un médecin est formé, j'en suis un, donc je sais ce que ça veut dire. En plus, j'enseigne en fac de médecine, en fac des sciences, donc je sais qui j'ai en face de moi. J'ai des tas de collègues qui sont professeurs à la faculté de médecine, donc je connais le truc. Mais et j'ai 2 enfants qui sont en médecine. Donc, si vous voulez, on est formé à la pathologie. On est formé au diagnostic le plus précoce possible d'une maladie et à son traitement. C'est ça. D'accord ? On est, curieusement, pas formé à la santé. On nous appelle des professionnels de la santé,
Mais ça correspond à rien. Parce que, en réalité, vous allez voir votre médecin quand ça ne va pas quand ça va. Oui. D'accord ? Non, mais conceptuellement, c'est très important faire la différence. Oui, bien sûr. Cette différence, elle est majeure. Elle ne remet en aucun cas en cause mes collègues. D'accord ? Ils font leur job, mais leur job, c'est la pathologie. Vous, ce que vous faites, c'est de la médecine préventive. Préventive primaire, en plus. Préventif primaire. Alors, ce qui correspond à la médecine de la longévité que j'essaye de faire de mieux en mieux connaître à mes collègues médecins. L'OMS a défini 3 types de prévention. Donc, c'est pas moi, c'est l'OMS. La prévention primaire, c'est comment faire pour pas être malade. C'est intéressant. La prévention secondaire, c'est trouver une maladie le plus tôt possible. Donc, c'est plus de la prévention. Ça s'appelle du dépistage. On est déjà dans le soin. On n'est plus du tout dans la prévention. Et vous verrez qu'au cours de cet entretien, je vais vous mettre le doigt sur plein de problèmes de sémantique. On dit des choses, mais qui ne correspondent à rien en réalité, et on repose notre esprit là-dessus, et on est rassuré alors qu'on est dans le vide, en fait. Et la prévention tertiaire, c'est une fois qu'on est malade, comment faire pour qu'une autre maladie ne se développe pas. C'est par exemple si vous faites un infarctus du myocarde, comment faire pour que ça ne débouche pas en insuffisance cardiaque. Pour en revenir simplement à notre sujet, puisque vous parliez de tests à faire dès l'âge de 20 ans, j'imagine que ça permet d'avoir une base de référence. Quel type de tests peut-on faire qui sont des marqueurs et qu'il faut commencer à surveiller justement dès l'âge de 20 ans ? Alors, c'est difficile de vous répondre. Pourquoi ? Parce que, honnêtement, si je vous donne des noms de tests comme ça, les gens vont tomber des nues, si vous voulez. Mais il y a des évaluations physiologiques et des évaluations biologiques à faire. Il faut que vous sensibilisiez, où que vous soyez, géographiquement, quels que soient vos moyens. Il faut que vous vous intéressiez à votre santé et à votre capital santé. Il faut que vous sachiez que vous puissiez intervenir. D'abord sur des notions très simples. Lesquelles ? Par exemple, là, vous êtes au premier étage, donc on n'est pas essoufflé en montant les escaliers. Mais c'est très intéressant de savoir si, par exemple, vous étiez capable à 20 ans de monter 5 étages sans vous arrêter, et qu'à 50, vous ne montez que 2 étages sans vous arrêter. Ça veut dire que votre système cardio-respiratoire vieillit plus vite qu'il ne devrait. Donc, c'est un vrai sujet de consultation. Que faire dans cette situation ? Il faut évaluer la santé du système cardiaque et pulmonaire, et ça, le médecin sait le faire. J'imagine. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'il faut récupérer le moyen de monter les 5 étages. C'est possible de récupérer ça ? Mais bien sûr. Mais comment alors ? Alors là, il y a un entraînement. Il y a un entraînement, et c'est là où les gens n'aiment pas forcément, c'est qu'il va falloir faire des efforts. Faire des efforts. Il peut y avoir des problèmes de maladie. S'il y a des problèmes de maladie, le médecin traite, et à ce moment-là, ça ira mieux. Mais ça ne va pas redonner de la force forcément au cœur. Ça ne va pas vous redonner des muscles. Les muscles pour faire du muscle, et on peut le faire. Il y a des très belles études qui montrent que même à 92 ans, vous pouvez faire du muscle. Hein. Ah, ouais. Je ne savais pas. J'adore montrer ces diapositives à mes étudiants, parce que... C'est impressionnant. En 3 mois, plus 44% de masse musculaire. Mais c'est quelqu'un 3 mois qui seulement bosse 3 mois seulement. Mais c'est quelqu'un qui bosse tous les jours. C'est quelqu'un à qui on dit pas « Oh là là, mais vous êtes fatigué, on va arrêter là. Hein ». Non, on bosse. Et bosser, ça veut dire se fatiguer. Ça veut dire aller au bout de ses possibilités. Et c'est vraiment quelque chose que l'on ne peut faire qu'avec un coach. Alors moi, j'ai envie de bosser, j'ai envie d'aller au bout de mes possibilités. Quel genre d'exercice je dois faire concrètement pour retrouver ma masse musculaire ? Pour retrouver votre masse musculaire ou acquérir la bonne masse musculaire qui vous conviendrait et qui serait idéale au niveau métabolique, eh bien, il faudrait à ce moment-là associer 2 choses qui sont de la musculation et ne jamais oublier le cardio-training. Il faut jamais faire... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « je marche ». C'est bien de marcher, vaut mieux marcher que de rester allongé dans son lit. Ça, c'est clair. C'est pas suffisant ? Mais c'est pas suffisant du tout.
La marche, elle n'est utile que si elle est rapide, donc elle fait un effort. Mais si vous marchez, si vous avez votre bureau à une demi-heure de marche, par exemple, ce qui est loin d'être la règle, et que vous marchez pendant une demi-heure rapidement, vous arrivez, vous êtes bon pour une douche. Donc, pratiquement, c'est compliqué. Donc, il faut réserver des phases de temps, des périodes, et c'est pas une fois par semaine qui suffit. Combien de fois? C'est au moins 2 fois à 3 fois. Idéalement, c'est 3 fois par semaine. C'est-à-dire que vous pouvez faire une séance le samedi ou le dimanche, et puis 2 fois par semaine, mardi ou le jeudi par exemple, vous allez devoir organiser votre temps, gérer votre famille et votre boulot pour avoir du temps pour s'occuper de vous. Oui, il faut que ça devienne une priorité. Il faut que ça devienne une priorité, il faut en être conscient. Et à ce moment-là, vous avez une multitude d'exercices que vous pouvez faire. Moi, il y a un exercice que j'aime bien parce qu'il est simple, que vous pouvez le faire chez vous tranquillement, c'est la planche. Vous voyez ce que c'est, la planche? Oui, bien sûr. Bon. Oui. Donc là, toutes les femmes modernes... C'est bien pour le jeunes, gainage. Oui, mais c'est bien. Pourquoi? Parce que vous allez muscler vos bras, vos épaules, l'ensemble des muscles axiaux, la ceinture abdominale, les jambes. Mais quand vous faites du gainage, comment vous le faites? Ce qui est intéressant, c'est pas le temps maximum où vous restez, c'est de pouvoir faire 5 répétitions. Alors, si on prend 1 minute, typiquement, on peut commencer par ça. 1 minute, 30 secondes de récupération, 5 fois de suite. Pourquoi la récupération est importante à ce moment-là? Parce qu'il faut que vos muscles récupèrent de l'énergie. Même si c'est juste 1 minute? Même si c'est juste 1 minute. D'accord. Pour quelqu'un d'entraîné, 1 minute, ça sera rien. Pour quelqu'un qui n'est pas entraîné, 20 secondes, ça sera trop. D'accord? Bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est la répétition. Parce que vous pouvez très bien tenir 1 minute une fois, 1 minute 2 fois. La 3e fois va être compliquée. La 4e fois, vous allez me haïr, et la 5e fois, vous allez dire, je vais faire autre chose et je vais me prendre un soft drink. D'accord? Donc, si c'est le cas, ça veut dire qu'1 minute est trop. Vous descendez à 30 secondes, et quand vous ferez 30 secondes 5 fois de suite facilement, très facilement, vous passerez à 40 secondes 5 fois de suite. 50 secondes, 1 minute 10. Et vous voyez, mais il faut faire ça tous les jours. Et vous allez prendre de la masse musculaire. Donc, tout bêtement. Faire la planche avec 5 répétitions tous les jours permet de prendre de la masse musculaire. Absolument. Absolument. Ah ouais, incroyable. Un exercice aussi simple que celui-ci. D'accord. C'est quelque chose que vous faites, vous? Alors moi, je le fais, mais c'est plus compliqué parce que moi, je fais du sport en salle. D'accord. Donc moi, j'adore la salle. J'adore la salle. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'aller plus loin dans certains exercices. Et je devrais pas le dire, mais j'adore la salle parce que c'est aussi un merveilleux spectacle de regarder les autres. Oui, quand on est une femme, on aime un peu moins la salle de sport. Dans ce podcast, Docteur de Geiger, on veut vraiment du concret. Quels sont les marqueurs à surveiller pour avoir une sorte d'autonomie, des connaissances pour qu'on puisse ensuite agir sans forcément être dépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quels sont les marqueurs à prendre en compte, à surveiller? Et si vous voulez vraiment avancer seul, les seuls marqueurs que vous pouvez avoir, c'est ce que vous ressentez à travers un exercice. C'est-à-dire, c'est encore une fois, je m'excuse, on revient. Si vous faites du gainage au départ, vous êtes à 30 secondes et au bout de 6 mois, 1 an, vous êtes à 1 minute 30. C'est un vrai progrès. Et puis, vous allez voir ce qui va se passer au niveau de votre corps. Ouais, vous allez on le sent. progresser, Ouais. vous allez sentir plus de force, plus de souplesse, vous le sentez. Quand vous allez faire une activité de cardio-training, que ce soit de la bicyclette, de la natation, vous allez vous rendre compte très vite que les 2 étages où vous étiez essoufflé, vous montez à 3 et ensuite à 5 à nouveau, si votre immeuble fait 5 étages. Donc vous allez le sentir. Et là, il y a un point qui est important, c'est que il faut continuer ces efforts. Parce qu'il y a des gens qui parfois se disent « Ah j'y suis arrivé, c'est bon, je recommence mes vieilles habitudes et finalement je fais plus ça, ça et ça parce que j'y suis arrivé. » Non, à ce moment-là, votre corps réinvolue à nouveau. Ça veut dire que tous les acquis que vous avez eus, vous allez les perdre. Et c'est ce qui est ingrat finalement. Mais le muscle est particulièrement ingrat. Ouais,
Hein? N'est-ce C'est pas? clair, c'est clair. Ouais. Je le sais, vous le savez, et malheureusement, c'est vraiment le cas. Quel conseil vous pourriez donner justement aux personnes qui nous écoutent et qui ont du mal à perdurer dans le temps? Parce que c'est ça en vrai, hein, c'est la discipline qui est la plus difficile à acquérir. Oui, mais c'est pour ça que je dis, et c'est pour ça que j'ai commencé par un truc qui vous paraît complètement évident, et on n'y prête pas assez attention, c'est la compréhension de ce qui se passe. Ouais. Si vous comprenez ce qui se passe, ben, vous allez savoir, vous allez comprendre, c'est comme le lavage de dents, quoi. Si vous cessez de vous laver les dents, alors là, ça va vite, hein. Rapidement, vous changez de point de vue. Mais perdre du muscle sur 6 mois, 1 an, vous dites que vous allez bien. Il y a une notion qui est terrible avec le vieillissement et que l'on peut aussi aborder à travers l'âge ressenti. C'est que dans notre cerveau, on a toujours l'impression d'avoir 20 ans. Vous n'avez pas l'impression d'avoir 50 ans quand vous avez 50 ans. Vous avez l'impression d'être jeune. D'accord ? Et les gens, souvent, sont rattrapés par le temps quand ils ont un handicap. Ouais. Par exemple, ils ont une maladie cardiaque, ils sont essoufflés, ils n'y arrivent plus, ou alors ils ont un problème majeur de genoux, ils peuvent plus marcher plus de 10 mètres. Alors là, ils se sentent vieux. D'accord ? Mais c'est parce qu'ils sont rattrapés par le handicap. On a une tolérance au vieillissement qui est exceptionnelle. Et je trouve aussi, oui. Je trouve qu'on met du temps, en fait, à agir et à s'en rendre compte. Non, mais c'est vrai, finalement. On peut passer une décennie entière, en fait, à avoir plus de difficultés. Et c'est au bout de 10 ans où là, on se rend compte que faut peut-être commencer à faire quelque chose. Si vous prenez, par exemple, un exemple un peu plus gériatrique, vous avez quelqu'un qui a 75 ans, par exemple, et qui a l'habitude d'acheter son pain tous les jours dans une boulangerie qui est à 1,5 km. Bon. Puis un beau jour, le 1,5 km, ça commence à être lourd. Donc il va aller à une boulangerie qui est à 700 mètres. Il se dit, c'est bien, je vais tous les jours à ma boulangerie, je vais très très bien. On choisit la facilité. Et là, c'est plus de la facilité, c'est de l'aveuglement. C'est Ouais. différent. Mais je jette la pierre à personne, parce que c'est comme ça depuis des millénaires. Vous savez, docteur, il existe une croyance commune que la longévité, c'est réservé à une élite. Et j'aimerais savoir que répondez-vous à ça? Est-ce qu'il faut être riche pour espérer vivre plus longtemps en bonne santé? Alors pas du tout, et c'est l'intérêt aussi, excusez-moi, des bouquins, c'est de montrer que où que vous soyez, quels que soient vos moyens, vous pouvez agir. C'est surtout votre discipline. Vous avez des gens très très riches qui meurent comme des chiens. D'ailleurs souvent abandonnés tous, et c'est dramatique. Et vous avez des gens qui ont toute leur vie mené des vies difficiles, mais attentifs à leur santé, attentifs à leur poids, attentifs au fait de marcher, de faire du sport, attentifs au fait de bien se nourrir. Il faut pas être riche pour faire ça. Il faut juste avoir la volonté, la compréhension d'eux. Ensuite, contrairement, alors je vais un petit peu revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ces éléments sont des éléments, nutrition et activité physique sont des éléments importants, mais vous pouvez aller un peu plus loin, si vous le souhaitez, avec des dosages. Regardez un phénomène qui est très important par rapport au vieillissement, au mécanisme du vieillissement, qui est la glycation. La glycation, c'est tout ce qui est lié au sucre. D'accord. C'est-à-dire que on mange trop de sucre de façon générale, cet excès de sucre va se diffuser dans le corps, mais dans le corps partout, sous la peau, au niveau des yeux, du cerveau, des reins, partout, des artères. Et là, ce sucre va se comporter comme une glu, et cette glu va agréger des protéines et les rendre inefficaces, et créer ensuite une réaction inflammatoire qui va consommer de l'énergie, et c'est le début des embêtements. Cette glycation, on peut la mesurer très simplement. Comment? Par une prise de sang. Et ça, vous pouvez aller voir votre médecin en disant j'aimerais évaluer ma glycation. Donc, il vous prescrit une prise de sang. Alors, qui ne sera pas remboursée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans le cadre d'une maladie. D'accord. D'accord? Vous seriez diabétique, oui, ça serait remboursé. C'est dans le suivi du diabète. Là,
c'est pour regarder où vous en êtes de votre glycation naturelle. Pour réparer, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être remboursées. En ce qui concerne la prévention, ça l'est moins. Et donc, Ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Donc, il faut accepter aussi le fait d'investir son temps, son énergie et son argent pour sa santé. Permettez-moi de reprendre l'exemple automobile. C'est-à-dire que vous avez une voiture, vous avez une assurance, elle va vous rembourser l'accident, mais pas la maintenance. C'est ça. D'accord ? C'est tout bête. C'est une assurance maladie. Et quand je dis ça, j'insulte personne. C'est pas un gros mot. C'est simplement une réalité. D'accord ? Donc, oui, si vous voulez avoir une mesure de votre vitamine C dans le sang, ou de vitamine E, il faut effectivement que vous investissiez dans ces éléments-là. Docteur, en préparant cet entretien, j'ai appris notamment à travers vos ouvrages qu'il existe plusieurs types d'âge. Et le premier, c'est l'âge chronologique. Ça, vous le connaissez et tous nos auditeurs le connaissent. C'est l'âge que vous avez et qui a été calculé par rapport à votre date de naissance. Et cet âge chronologique, il est intéressant pourquoi ? Pour avoir à 18 ans le droit de vote, pour passer son permis de conduire et pour partir à la retraite. Mais cet âge n'est pas synonyme d'état fonctionnel. Vous pouvez avoir 50 ans d'âge chronologique et des artères correspondant à quelqu'un de 75 ans. Et ça, c'est l'âge physiologique. C'est l'âge physiologique. Voilà. Deuxième âge, qui lui est fondamental parce que lui, il est le reflet de votre état fonctionnel. C'est un âge important à prendre en considération. C'est capital. Comment on fait alors pour connaître notre âge physiologique ? Alors, on a par exemple, si on s'intéresse aux artères. Pourquoi on s'intéresse aux artères ? C'est parce que quand elles tombent malades, c'est la principale cause de morbimortalité dans nos pays industriels. Et quelle est la caractéristique essentielle d'une artère ? C'est sa souplesse. Donc on peut mesurer, grâce à des appareils dédiés, on peut mesurer la souplesse de vos artères. Et on peut voir à 50 ans, si vous avez une souplesse qui correspond à quelqu'un de votre âge, ou à quelqu'un de 60 ans ou de 65 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double peine. C'est-à-dire qu'il y a l'âge physiologique et puis il y a la vitesse de vieillissement. Et plus votre âge physiologique est élevé par rapport à votre âge chronologique, plus vous vieillissez vite. Ouais. C'est-à-dire que si à 50 ans, par exemple, vous avez une rigidité de quelqu'un de 60 ans, à 55 ans, vous n'aurez pas une rigidité de quelqu'un de 65 ans, mais de 70. Donc, il y a cette notion qui a été très, très bien démontrée par des collègues américains et australiens, cette notion de vitesse du vieillissement. Et ce qui est passionnant, c'est que l'âge physiologique, contrairement à l'âge chronologique n'évolue toujours que dans un sens. Tous les ans, il y a un an de plus. Il n'y aura jamais un an de moins. Mais l'âge physiologique peut s'améliorer. C'est-à-dire que vous avez un âge, par exemple, à 50 ans de 60 ans, mais à 55 ans, il peut être à 55 ans ou à 53 ans. Et j'imagine que c'est le principal objectif des personnes qui viennent vous voir. C'est d'inverser cet âge-là. Exactement. Oui. Et ça, c'est fondamental parce que vous avez beaucoup de gens qui, à droite et à gauche, ouvrent des cliniques de well-being, de choses comme ça, de wellness. Maintenant, ils collent en plus longévité, mais ça veut strictement rien dire. Ils n'ont aucune connaissance supplémentaire. Et c'est pas parce que on rajoute un test qu'on est compétent en longévité. Mais ils n'ont pas ces éléments de diagnostic et du coup, ils se privent de la mesure de l'évolution. Car l'intérêt de la médecine de la longévité, c'est de pouvoir démontrer qu'on apporte quelque chose, qu'on est efficace. C'est comme par exemple, si vous avez une angine, vous prenez donc vous avez de la fièvre, vous avez mal, vous prenez un antibiotique, 3 jours après, vous n'avez plus de fièvre et vous n'avez plus mal. Donc le critère, c'est fièvre et douleur, par exemple, pour simplifier à l'extrême. Si vous avez une hypertension artérielle, vous prenez un médicament, la fois d'après, quand votre médecin vous redemande de passer, eh bien, votre tension baisse. Si elle baisse pas, c'est que le médicament ne marche pas. Enfin, ne marche pas pour vous. Oui, donc, il faut changer. Donc, l'évaluation est fondamentale
quand on fait une médecine scientifique. Il y a des résultats concrets. Il y a des résultats visibles. Concrets. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, on est dans n'importe quoi. Oui, si on passe une semaine dans un endroit un peu wellness, on se sent bien, on est plus reposé, moins stressé, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a réduit l'âge physiologique. Exactement. On est toujours en fait au même stade. Simplement, oui, l'état d'esprit, le sentiment général est peut-être plus positif. C'est normal. Mais ce qui est très bien. Et ce qui est très bien aussi. Moi j'ai rien contre. Si les gens, au bout d'une semaine, 15 jours, se sentent beaucoup mieux parce qu'ils sont déstressés, ils sont défatigués, c'est génial. Mais là, on veut vraiment entrer dans le concret pour quelque chose de durable. Voilà. Exact. Donc, on a l'âge chronologique, l'âge physiologique et l'âge ressenti. Et l'âge ressenti, c'est un énorme traître parce qu'on a toujours l'impression d'être plus jeune que son âge réel. Et il y a des études qui ont parfaitement démontré ça. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que... Alors, il y a 2 points. Vous avez d'un côté votre âge chronologique qui monte régulièrement, là, c'est une droite. Et vous avez l'âge ressenti qui est en dessous. Et il n'est équivalent à votre âge chronologique qu'en gros à 20 ans et à 80 ans. Parce qu'à 20 ans, les gens, ils se sentent d'avoir 20 ans, il n'y a pas de problème. Et à 80 ans, il y a les handicaps, et là, les gens se disent, ouais, j'ai vraiment mes 80 ans, quoi. Mmh. Mais en deçà, quand vous prenez des âges de 50 à 65, ils ont l'impression d'avoir de 10 à 15 ans de moins que leur âge chronologique. Comment vous expliquez ça ? C'est ce qu'on évoquait au départ, c'est on cherche à nier les réalités, on veut pas voir certaines réalités, on n'a pas envie de se dire j'ai mal là, je suis moins capable de faire ça. On a toujours envie de rester dans une espèce de vision positive de soi-même, parce que si on reste pas dans cette vision qui est une illusion, eh bien à ce moment-là, on est obligé de se bouger. Parce que si ça va moins bien, on a envie de chercher autre chose. Or, si vous êtes à 65 ans et vous avez l'impression d'en avoir 50, c'est ce que vous répondez au questionnaire, 50, c'est pas si mal, mine de rien, puisque vous avez 65 ans et vous avez l'impression d'en avoir 50, c'est que tout va bien. Vous, en tant que médecin, vous avez les outils nécessaires pour définir l'âge chronologique, ça, normal, l'âge physiologique, avec les tests que vous pouvez mettre en place. L'âge ressenti, c'est autre chose. Vous posez la question à vos patients. Ouais. Pourquoi il est important pour vous, cet âge ressenti ? Qu'est-ce que vous en faites ? Alors, c'est intéressant pour voir quel est l'état d'esprit des gens par rapport à eux-mêmes. C'est tout. Et puis, c'est toujours intéressant que quand vous prenez quelqu'un en charge et qu'il a un âge ressenti, je dirais, de plus de 5 ans par rapport à son âge chronologique et 2 ans après, il a un ressenti de moins 5 ans par rapport à son âge, tiens, on se dit qu'il y a un progrès. Mais ça reste subjectif. Ça reste très subjectif. Et puis, vous savez, c'est aussi des choses qui vont dépendre de votre environnement. Est-ce que vous êtes heureux ou malheureux ? Est-ce que vous avez eu des problèmes ou pas de problèmes, si vous voulez, y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, nous, on l'a fait très longtemps. Enfin, pas très longtemps, on l'a fait pendant 2-3 ans. Maintenant, on cesse de le faire parce que c'est trop subjectif. C'est trop subjectif. Je préfère... C'est pour ça que je pose la question. Oui. Je préfère m'intéresser à leur rigidité artérielle, à leur masse musculaire. Il y a un élément qui est très important que l'on peut mesurer, qui est ce qu'on appelle la masse grasse viscérale. La masse grasse viscérale, quand vous avez 20 ans, elle est, chez un sujet donc de 20 ans en bonne santé, elle est presque à 0. Et tout au long de la vie, elle va s'accumuler. Et quand on dépasse 1 kg de masse grasse viscérale, eh bien, on se rend compte que le risque cardiovasculaire augmente considérablement. Mais ce qui est intéressant dans ce paramètre, c'est que c'est un paramètre qui est cumulatif, qui va tenir compte de plusieurs choses différentes. L'alimentation, l'exercice physique et les niveaux hormonaux. Donc, avec un seul paramètre, on a plein d'idées sur le sujet en question. Si vous lui donnez des conseils, moins de sucre, plus d'exercice physique par exemple, et qu'il revient 1 an après et que sa masse grasse est passée de 1 kg à 1 kg 250, c'est qu'il y a un problème. Oui, bien sûr. Et 9 fois sur 10, c'est parce qu'il n'a pas suivi vos conseils. Parce que les conseils, c'est du quotidien. Mais s'il les suit, il passera de 1 kg à 750.
Oui, c'est Et toujours la ensuite même 500. chose, hein, de toute C'est façon. toujours la même chose. Il faut passer à l'action. Alors, docteur, on nous demande souvent de pratiquer une batterie de tests à l'âge de 50 ans. Est-ce qu'il faudrait commencer plus tôt, selon vous? Puisque les artères, on pourrait les surveiller à partir de 35, 40 ans, par exemple. Quel est le nom de l'examen qui permet justement de connaître l'âge de nos artères? Alors, c'est bête comme chou, c'est une mesure de la rigidité artérielle. Que je vous dise d'autres, c'est comme ça qu'on l'appelle. Parfois, vous avez certains systèmes qui sont en vente en grande surface qui permettent d'apprécier ce genre de choses. En grande surface? Oui. Certaines balances, des choses comme ça. Mais ça marche pas. D'accord. Si vous voulez, ça marche pas. Vous avez des systèmes, bon, là, je porte par exemple un anneau que j'ai en test, si vous voulez, pour évaluer la justesse des mesures. C'est compliqué. Parfois ça tombe bien, parfois ça tombe pas bien, parce que ça intègre énormément d'algorithmes, et ces algorithmes, finalement, à partir d'une ou deux mesures, font 1000 diagnostics différents. Donc, tout ça, c'est très intéressant en termes global de santé, mais pour un individu donné, sincèrement, ça manque de précision. D'accord. Hein? Donc, ce ne sont que des gadgets, en fait. Il y a beaucoup de gadgets. Ouais, beaucoup mais de les gadgets. gens adorent. Ouais. Puis ça rend des services. Il y a des montres où ça nous permet de suivre nos efforts quand même. Ça les approche assez bien, ça peut assez bien enregistrer votre rythme cardiaque. Il y a des choses qui sont très proches de la réalité et qui, pour quelqu'un qui s'intéresse à son activité sportive, c'est sympa de savoir que là, du coup, vous avez couru à telle vitesse, tant de temps. Oui, ça donne des indications. C'est ça. D'accord. Mais c'est important, les artères. Est-ce que c'est important de connaître justement l'âge de nos artères? À quel point c'est important? Parce que c'est quelque chose, moi, que j'entends pas forcément, vous savez. C'est de la physiologie. Et la physiologie, elle n'est que dans certains centres. Alors, vous trouvez les mesures de physiologie dans les centres d'exploration fonctionnelle des hôpitaux, souvent des hôpitaux, universitaires. Vous pouvez avoir certaines mesures plus, par exemple, chez des médecins du sport. Pourquoi? Parce que les médecins du sport sont assez proches de la physiologie, mais dans un sens de physiologie performance. Oui. C'est-à-dire que on sort de la physiologie naturelle, on cherche la performance. Et comme je le dis souvent, dès qu'on est dans la performance, on est dans l'usure. Donc les sportifs de haut niveau vieillissent mal, très mal. D'accord. Ah ouais. Donc tout le monde les admire, mais c'est pas bon en termes de longévité. Faire du sport à haut niveau, c'est pas forcément une bonne chose. Non, bien sûr. Mais ils sont les pauvres quand ils arrivent à la fin de leur carrière, ils sont dans un état dramatique. Sachant que la fin de leur carrière est quand même assez jeune, hein. C'est pour vous dire. On parle de 40 ans, quoi, aux alentours de 40 ans. En fonction des sports. Ouais. Mais c'est pour vous dire que ça use. Donc, c'est l'admiration de la performance quand on les regarde, et ils le payent très cher. Vous recevez justement des sportifs de haut niveau. Dans quel état ils viennent? Alors, nous, on en a reçu un certain temps, et maintenant plus du tout, parce que ce qu'on fait est trop contraignant par rapport à leurs obligations. C'est-à-dire que moi, je freine les gens. Donc, mon but, il n'est pas de transformer un sujet X en autre chose, un chien en chat ou inversement. Mon but, il est de trouver le meilleur équilibre possible pour un individu donné. Et vous, votre équilibre n'a rien à voir avec le mien ou avec votre assistant qui est là. C'est super personnalisé. C'est archi super extra personnalisé. Votre solution, c'est votre solution. Et donc, trouver cet équilibre, c'est pas écrit dans les livres, c'est un vrai travail. Ensuite, on regarde comment vous évoluez. Mais un sportif de haut niveau, on lui dit, non, faut arrêter ça. Donc, il nous regarde et il dit, mais je peux pas, c'est mon job. Ouais, il prend la porte. Un sportif de haut niveau en fin de carrière, lui, vous le retrouvez dans quel état? Dans un mauvais état. Alors, l'intérêt, il y a un petit bémol, c'est que les sportifs de haut niveau ont généralement un très fort mental. Parce qu'ils ont un mental qui est très fort et qui leur permet de survivre à l'effort et à la douleur. Et ça peut être utilisé
pour justement les rentrer dans quelque chose qui est plus normal, de leur redonner, si vous voulez, une meilleure vision d'eux-mêmes et de corriger les choses. Mais il faut avoir un sportif qui comprenne de quoi on parle, donc qui s'intéresse. La vraie difficulté par rapport à ce que nous faisons, c'est pas une question d'argent. La vraie probabilité, c'est la compréhension et la volonté de s'impliquer dans ce genre de choses. C'est de se dire, c'est pas juste 3 mois ou 3 ans. C'est une fois qu'on rentre là-dedans. C'est pour toujours, en fait. C'est, oui, parce que c'est comme pour votre voiture. C'est l'entretien, c'est tout le temps. Et la voiture, vous pouvez la changer. Votre corps, vous pouvez pas le changer. C'est le vôtre, hein. Donc, c'est le premier et le dernier. Quels sont les sports que vous déconseillez, ceux qui dégradent beaucoup l'organisme? C'est pas une question de type de sport, c'est la façon dont vous le pratiquez. Si vous faites du cyclisme, c'est un excellent sport en termes de cardio-training. Vous allez pouvoir développer vos capacités cardio-respiratoires de façon absolument monumentale. Donc, c'est un très bon sport d'endurance. Si maintenant, vous allez faire du cyclisme de haut niveau et que vous allez rechercher à être parmi les meilleurs et donc être meilleur que tous les autres, là, vous dépassez vos capacités. Et là, ensuite, vous pouvez malheureusement vous retrouver à l'inverse avec tous les problèmes cardiovasculaires et autres. Donc j'imagine que les coureurs du Tour de France, par exemple, ne sont pas forcément dans un très bon état. Non, en plus, il y a tout le problème du dopage. Hein, donc, quand vous dopez les gens, donc vous amenez artificiellement à des performances encore plus élevées. Alors, il y a beaucoup de polémiques là-dessus, mais dopage, c'est évident que c'est contre sa santé et sa longévité. Regardez l'ancien héros de Roland-Garros, qui vient de jeter l'éponge ou sa raquette. Vous avez vu dans quel état il est, cet homme? C'est vrai. C'est à pleurer. Ouais. Et vous voyez aussi le courage de cet homme. Parce il a le mental. Il a un mental monstrueux pour avoir réussi pendant des années à dépasser ses douleurs. C'est incroyable. Mais il a été traité à chaque instant pour essayer de retrouver la moindre énergie dans ses articulations, ses muscles, pour lui permettre d'être au sommet. Et puis, quand il a abandonné, il s'est écroulé complètement. On parle de Raphaël Nadal, pour les personnes qui nous écoutent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est intéressant. Au début de notre entretien, docteur, vous avez brièvement fait référence à la sénescence. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est concrètement la sénescence? La sénescence, c'est le phénomène qui nous altère de façon très progressive, très insidieuse, dès la fin de notre adolescence. C'est en fait la perte de nos capacités fonctionnelles. Ça veut dire que un muscle est capable de soulever tant, avec le temps qui passe, il soulèvera moins. D'autant qu'il va s'atrophier, et c'est d'ailleurs un des gros problèmes que l'on appelle la sarcopénie. La sarcopénie, c'est l'insuffisance de masse musculaire. Alors c'est un vrai sujet en soi, parce que vous avez plein de gens qui sont pas gros, qui sont normaux, dont vous dites ils sont fins, ils sont magnifiques, ils sont minces et tout, mais qui sont sarcopéniques, qui sont insuffisants en muscle. Et le muscle ne sert pas qu'à vous déplacer. Le muscle a une très grande importance métabolique, et en particulier vis-à-vis des sucres. Il y a un côté métabolique également par les réserves protéiques, parce que dès qu'il y a un problème, c'est dans le muscle qu'on va chercher les protéines nécessaires au bon fonctionnement du corps. Il y a un rôle immunitaire, donc il y a plein de rôles qui sont importants. Mais j'aimerais insister sur le côté métabolique, parce que qui dit moins de muscles, dit plus mauvaise gestion des sucres. Qui dit plus mauvaise gestion des sucres, dit à ce moment-là augmentation de la glycation, accélération du vieillissement. D'accord. Donc, avoir peu de muscles, ou pas assez de muscles, c'est un vrai problème de santé publique. Et la plupart des citadins, des gens qui n'ont pas une activité physique régulière, citadins et sédentaires, sont sédentaires et donc finalement se tirent une balle dans le pied. Donc ça, c'est l'activité physique est vraiment
quelque chose d'utile à la conservation de notre santé, mais, là aussi, c'est un investissement en énergie et en temps. Tout à fait. Et Mais en tout cas, chercher à développer ses muscles, ça devrait être la priorité number one pour tout le monde. c'est facile à faire, c'est la priorité, ça devrait être une des priorités number one, et bien sûr, c'est dans le raisonnable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transformer tout le monde en Monsieur Schwarzenegger ou Monsieur Univers. Ouais, évidemment. C'est pas ça du tout l'enjeu, pas ça du tout. C'est avoir une certaine masse musculaire, et des fois, il suffit de gagner 3-4 kilos de muscle. Et quand on gagne du muscle, on augmente son métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est ce qui est nécessaire en termes d'énergie pour faire fonctionner le corps au repos. Ensuite, si on active notre corps, il monte le métabolisme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un peu plus de muscle, vous consommerez plus d'énergie, et si vous mangez pas plus, vous allez finir par aller dans les graisses. Vous perdez pas forcément poids, parce que si vous gagnez 2 kilos de muscle et vous perdez 2 kilos de graisse, on perd de la votre graisse. poids est le même, d'accord? Mais votre équilibre physiologique s'améliore. Moi, je trouve ça absolument fascinant. C'est vrai, hein. Gagner du muscle nous permet de perdre du gras. C'est quand même incroyable. Ouais. Alors, il faut pas en profiter. Il y a des gens qui font de l'exercice et qui se jettent sur les barres chocolatées, sur des tas de trucs. Alors évidemment, ça réduit. Il faut rester raisonnable sur les apports, mais ça marche super bien. Parce que la chose terrible que l'on observe aujourd'hui, et on est dans une période de régime parce qu'on se rapproche de la plage, là. Perdre les 2-3 kilos qu'on a en trop. Donc les gens, la plupart du temps, se mettent en régime restrictif. En déficit calorique. En déficit calorique, si vous voulez. Mais ils font pas plus de sport. Donc, qu'est-ce qu'ils vont perdre en premier? C'est leurs muscles, pas leur graisse, c'est leurs muscles. Et quand ils vont reprendre leurs 2 kilos ou 3 kilos qu'ils ont perdus, ils reprennent de la graisse et pas du muscle. Ce qui fait que le déséquilibre métabolique ne fait que s'accroître. Et quand vous multipliez les régimes tout au long de la vie, eh bien, vous vous retrouvez à la fin avec des gens qui ont quasiment plus de muscles, aucune réserve métabolique, et ça devient dramatique. Non, c'est... Et vous qui étiez terriblement pour avoir un examen, l'examen qu'on utilise pour ça, c'est ce qu'on appelle une mesure de la composition corporelle par méthode DEXA. DEXA, il y en a un certain nombre à Paris, mais dans toute la France. Dans des laboratoires spécialisés? Dans des centres de radiologie. D'accord. Et ça permet, ou des laboratoires de physiologie, et ça permet de mesurer votre masse, votre composition corporelle, avec la masse maigre, la masse grasse viscérale, la densité osseuse. Et là, du coup, avec un examen qui va durer 15 minutes, vous allez avoir déjà une évaluation très intéressante de là où vous êtes. Et à commencer par votre masse musculaire. C'est très intéressant. Ça, c'est du concret. Ouais, ça, c'est du concret. Docteur, qu'en est-il Madame. des cellules? Est-ce qu'on peut réellement ralentir le vieillissement des cellules? C'est démodé, ça, maintenant. Ce qu'on peut faire, c'est les immortaliser. Ah. On va plus loin. Oui, on va plus loin. Alors, on a différentes façons d'intervenir sur la longévité. Et une des façons intéressantes, qui est une réalité de laboratoire de biologie cellulaire depuis 30 ans. Moi, j'ai fait mes études à la fac des sciences sur l'immortalisation des cellules. Alors, il faut que vous sachiez que une cellule, parce qu'il y a 2 types de cellules cancéreuses, pour simplifier à l'extrême, évidemment. Les cellules cancéreuses sont des cellules immortelles. Mais qu'est-ce qui va différencier une cellule immortalisée d'une cellule cancéreuse? C'est principalement 2 aspects. La cellule immortelle garde le respect du contact, c'est-à-dire qu'elle va se diviser jusqu'à ce qu'elle arrive au contact d'une autre cellule. Et quand elle est au contact d'une autre cellule, elle s'arrête parce qu'elle dit « Ok, j'ai pris mon volume, ma zone ». Une cellule cancéreuse va continuer à se multiplier, va envahir le tissu avoisinant, va grimper sur l'autre cellule et est destructrice.
Ça, c'est la première grande différence, c'est ce qu'on appelle le respect du contact. La deuxième chose, c'est qu'une cellule immortalisée va continuer à fabriquer ce pourquoi elle a été conçue. Si vous prenez une cellule de fibroblaste, elle continue à fabriquer du collagène, d'accord, qui est correct. Si vous prenez une cellule cancéreuse de fibroblaste, donc un fibroblaste cancérisé, il ne fabriquera que des éléments de collagène. Le collagène ne sera plus fonctionnel. Donc, il faut savoir que l'immortalisation biologique, quelque part, est envisageable puisque on est capable de le faire au niveau cellulaire. Alors, elle n'est pas du tout au catalogue pour l'être humain, hein. Là, on est sur des cellules qui sont des unités élémentaires du corps humain. Mais qu'est-ce que ça veut dire à grande échelle? Ça veut dire à grande échelle, c'est qu'en fait, la voie de la longévité, elle est ouverte à l'infini. L'infini? Oui, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a devant nous une capacité de progrès qui est considérable. Maintenant, j'ai pas dit du tout que l'être humain était fait pour être immortel. Je suis même pas certain qu'il soit capable de vivre en paix 250 ans. Imaginez demain un être humain qui a une espérance de vie de 250 ans. Comme ça, hein, je vous donne un chiffre comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des gens qui voudront, il y a des gens qui voudront pas. Imaginez-vous, peut-être que vos enfants seront morts, peut-être que vous construirez une autre vie. Enfin, c'est psychologiquement très compliqué, je trouve. Mais vous pensez qu'on peut quand même arriver à vivre jusqu'à 250 ans? Pour l'instant, si vous voulez, moi je suis pas devin. Moi je suis un homme pragmatique, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est la santé aujourd'hui et la maintenir le plus longtemps possible chez les gens. Bon. Si on arrive, à dépasser cette sénescence, à la moduler de telle manière qu'elle ne nous entraîne pas vers les pathologies. Il n'y a pas de raison qu'on ne dépasse pas les 122 ans d'espérance de vie théorique de l'espèce humaine. Donc c'est très envisageable. Si vous prenez un mammifère, simplement une souris, simplement en lui faisant manger moins et en lui faisant faire de l'exercice, vous doublez son espérance de vie. Vous vous rendez compte ? Ouais. Simplement en faisant ces deux choses, vous doublez. Et vous doublez en bon état. C'est-à-dire que si elle vit 1 an classiquement, en être humain 80, si elle vit 2 ans, ça correspond à 160, mais ça ne veut pas dire dans l'état de grabataire, ça veut dire que tout est rallongé. Et la période, mettons 40 ans de 20, mettons 50 ans de 20 à 70 ans où on est en bonne forme, si vous voulez, sera doublé. Donc on passe de 70 à 140. Ça, c'est les choses que l'on peut imaginer. Donc si je comprends bien, ce que vous êtes en train de nous dire, docteur, c'est qu'on pourra potentiellement vivre jusqu'à 122 ans. L'espérance de vie théorique aujourd'hui pour l'espèce humaine, c'est 122 ans. C'est bien prouvé. Okay. Et on a actuellement une seule personne qui a réussi ça, c'est Madame Jeanne Calment. Enfin, documenté. Demain, on pourra envisager de vivre plus longtemps. On pourra dépasser les 122 ans. On travaille là-dessus. Moi, je vois par exemple, il y a très longtemps de ça, il y avait une émission de télévision à laquelle j'ai participé et qui m'avait beaucoup marqué. C'est très ancien, ça, plus de 20 ans. C'était avec un animateur qui s'appelait Monsieur Delarue. Oui. Et il avait fait une émission sur les centenaires. Et il m'avait invité à faire partie de ça. Et puis donc, moi, j'avais fait le commentaire suivant, ce qui montrait des exemples de centenaires. Et je disais, écoutez, voilà, vous présentez des centenaires, mais c'est des centenaires qui n'ont jamais cherché à être centenaires. Ils ont eu beaucoup de chance. Ils ont vécu dans de bonnes conditions, ils ont pour certains évité la guerre, ils n'ont pas eu d'accident de voiture, ils n'ont pas rencontré la tuberculose ou etc. Et un beau jour, les petits-enfants sont arrivés en disant « Papy, mamie, t'as 100 ans, t'es centenaire ». Donc, c'est ça. Et puis, il montrait aussi un reportage d'un de mes collègues américains qui, lui,
travaillait dans ce sens-là. Et donc, j'avais opposé les centenaires passifs aux centenaires actifs, qui sont pas du tout les mêmes. Parce qu'effectivement, pour être centenaire actif, si vous voulez, c'est-à-dire que vous vous projetez, vous travaillez pour être en vie le plus longtemps possible en bonne santé, toujours en bonne santé, hein, parce qu'une longévité malade, ça peut se discuter. Enfin, c'est à chacun de faire ses choix. Oui, et évidemment, c'est vraiment l'objectif, la thématique même de cet entretien. Bon. C'est de vivre le plus longtemps possible, mais en bonne santé. Exactement. Et donc, il y a des gens qui s'y préparent, il y a des gens qui travaillent. Et je pense qu'on parlera tout à l'heure probablement de l'Américain que vous connaissez et qui adore se mettre en scène pour parler de lui carrément de son rajeunissement, mais comme il veut rajeunir, c'est pour en fait vivre plus longtemps en parfaite santé. Vous faites allusion à Brian Johnson, l'homme qui refuse de vieillir, puisque Brian Johnson, c'est un entrepreneur américain qui consacre sa fortune à ralentir le vieillissement de son corps en s'imposant un protocole de longévité le plus strict et le plus surveillé au monde. Moi, j'aime beaucoup ce garçon. J'ai même de l'affection pour lui, parce que il a une façon très particulière d'aborder le sujet, vraiment à l'américaine. Oui. D'accord, avec, on a l'impression d'avoir un ado qui est un geek et qui se lance à corps perdu dans un truc qu'il ne maîtrise pas vraiment. Vous pensez qu'il ne maîtrise pas ce qui se fait ? Non, parce que dans les détails, parce que vous savez qu'il publie tout, hein. Oui. Donc dans les détails que l'on voit, on voit bien qu'il est en expérimentation par rapport à lui-même. Il connaît pas, si vous voulez, beaucoup de choses. Il les découvre au fur et à mesure. Moi, c'est mon job depuis 35 ans, donc je connais les pistes qui sont utiles, les pistes qui servent à rien. On a de l'expérience. Lui, il n'a pas d'expérience. Et c'est le problème de tous ces gens qui aujourd'hui disent qu'ils font de la longévité alors qu'ils injectaient du Botox il y a 3 semaines. Donc c'est ridicule, quoi. On est dans le ridicule. Là, Brian Johnson, pourquoi je l'aime bien, pourquoi j'ai de l'affection? Parce qu'il y a un côté naïf et un côté va-t-en-guerre. Alors, c'est un Américain. Il le fait à l'américaine Avec et en le gagnant show. de l'argent. Oui, et en gagnant beaucoup d'argent. Parce qu'il vend C'est vrai. tout ça. Oui. Mais ce que j'aime aussi, surtout chez lui, c'est qu'il va populariser, parce qu'il se met en scène, donc il popularise cette notion de « je m'occupe de mon capital santé ». Hein, tout au départ, j'ai dit que ce qui est important pour les gens, c'est qu'ils prennent conscience qu'ils ont un capital santé et qu'ils doivent le travailler, et pas juste l'user, le consommer. On est dans une époque où les gens consomment, et ils consomment leur capital santé jusqu'à ce qu'ils tombent malades, et ensuite c'est à la société de les prendre en charge. Donc là, lui, il a une vision qui, pour moi, me plaît beaucoup à travers ça. Parce que les gens s'interrogent, les gens disent « Ah oui, c'est possible ? Ah oui, mais là, on dirait pas qu'il a 40 ans. » Alors en fait, il rentre, je sais pas si vous le regardez bien, cet homme, mais en fait, vous voyez qu'il sort de l'âge conventionnel. C'est un garçon qui devient hors âge. Souvent, on s'amuse à donner un âge aux gens. Alors, il y a des gens qui, par exemple, sont liftés, qui font 10 ans de moins, 15 ans de moins, mais si vous regardez leur cou, si vous regardez leurs mains, vous avez tout de suite compris que on est dans un ravalement avancé et que, l'intérieur doit pas être top. Mais l'image qu'ils donnent leur convient. Et là, on peut pas dire précisément quel âge il a. Et ça, c'est une des caractéristiques des gens qui s'occupent de leur longévité, c'est que on a de plus en plus de mal à les caractériser en termes d'âge. On peut pas dire, tiens, il a 50 ans, 60, 70 ans. Ah, il a 80 ans, mais il en fait 55. Tiens, elle a ceci, etc. Donc moi, j'appelle ça du hors âge. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi chez lui et que l'on voit très bien sur la photo que vous me montrez. Donc,
Alors ensuite, Brian Johnson, encore une fois, oui, il fait des tas de choses, peut-être à l'excès, peut-être pas, en termes de nutrition, d'exercice. Vous l'avez dit, il publie d'ailleurs toutes ces données, toutes ces expériences sur son site internet et sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous, qui êtes un expert et aussi un chercheur, est-ce que vous avez appris des choses de son expérience? Pas vraiment. Alors, pourquoi je dis pas vraiment? Parce que on n'a pas exactement les mêmes moyens d'évaluation. Lui, il utilise des moyens d'évaluation qui sont plus classiques et nous, on est plus physiologiques. En fait, son équipe médicale est une équipe de pathologistes, pas une équipe de physiologistes. Et il y a une vraie différence de regard entre les deux. Pourtant, il pourrait prendre une équipe de physiologistes. Oui, pourquoi il ne le fait pas? Parce que, encore une fois, il a pris autour de lui un cardiologue, un pneumologue, un endocrinologue, un rhumato. Il a pris les gens comme ça. Il a dit, écoutez, je veux faire une super expérience. On va être tous des potes et on va bosser sur moi. Tout le monde a dit banco. Hein. Je connais bien, j'ai plein de collègues américains qui sont des amis proches. Banco, on y va. Tiens, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et puis, on va essayer ça, et puis ceci, et puis cela. Ok, c'est comme l'histoire de se faire injecter le sang de son fils. Oui. Vous avez entendu ça? Oui, j'ai entendu, oui. Alors, c'est dingue. Enfin, pour moi. Pour moi aussi, je vous rassure. Si je me permets de donner une opinion très personnelle. C'est dingue, mais ça part d'une expérience scientifique, d'une réalité scientifique qui est la parabiose hétérochromique. Alors, la parabiose hétérochromique, c'est un nom à coucher dehors. Mais c'est une vieille expérience de biologie où on va prendre un organisme vieux et un organisme jeune et on va les coller ensemble. On va mettre ensemble leur système vasculaire. D'accord. Donc vous imaginez 2 rats immunologiquement identiques. Toc, c'est barbare comme expérience, très barbare. Et on va faire un lien entre les systèmes vasculaires. Et alors qu'est-ce qui se passe? On observe. Les chercheurs observent et on voit que le sujet vieillissant rajeunit. Comment c'est possible? Là, j'ai piqué votre curiosité à fond. Et je pense pas que la mienne. Je pense pas que la mienne, oui, effectivement. Eh bien, c'est très simple. Oui, non, mais c'est fondamental. C'est en fait, le sang du sujet jeune contient des éléments que ne contient plus le sang du sujet âgé, mais qui sont essentiels à sa bonne forme. Et c'est à travers ça que le rat âgé rajeunit. D'accord. Donc, vous voyez, on est très loin de la médecine conventionnelle. On est vraiment dans des éléments de recherche et de biologie avancée. Mais alors, si je prends l'exemple de Brian Johnson, s'injecter du sang d'une personne plus jeune, là notamment lui c'était son fils, est-ce que ça fonctionne réellement? Est-ce que ça fait vraiment rajeunir? Non. Non, pourquoi? Parce que dans l'expérience, si vous voulez, c'est pas juste une transfusion qu'on fait au rat. Oui. C'est les deux animaux sont liés ensemble. Donc, ils fusionnent en quelque sorte? Ils sont fusionnés, oui. Ouais. Ils sont cousus ensemble, avec les systèmes artériels et veineux qui sont ensemble, qui sont vraiment, c'est de la petite broderie au niveau chirurgical, et c'est comme ça qu'en permanence, 24/24, 7/7, le sang du jeune irrigue l'organisme âgé. Je comprends mieux maintenant quand vous me dites que c'est une expérience barbare. Ok. Oui. D'accord, j'avais pas cette image-là. Donc, mais c'est ça la condition pour que ça fonctionne. Si vous prenez un peu de sang du jeune et que vous l'injectez au sujet âgé, ça sert à rien. C'est juste pour le show, c'est juste pour le marketing, c'est ça? Alors, je voulais pas l'accuser de ça. Je pense qu'il a peut-être cherché à peut-être des bénéfices, mais lorsqu'on connaît ces expériences, lorsqu'on les a étudiées, on sait que ça ne pouvait pas marcher. Donc, c'est ce qui me fait penser que l'équipe qui le suit ne connaît pas bien les problématiques de longévité, ou alors, au pire, c'est votre hypothèse à vous, c'est que du show, mais c'est du show malsain pour moi. Pour moi aussi, bien sûr. Sûr. Nous, on est... vous savez, nous, on reçoit des gens qui viennent des États-Unis et quand ils viennent nous voir, ils nous disent une chose qui nous intéresse chez vous, c'est votre vision de français de la médecine. Plus éthique.
Ouais. N'est-ce pas? Et plus carré. Plus carré. Plus carré, on n'est pas dans le show, nous. Ouais. Donc ça, c'est toujours, moi je considère ça comme un grand compliment pour toute notre médecine française, que certains critiquent, mais je trouve qu'elle fait ce qu'elle peut et se débrouille pas si mal compte tenu des conditions. Et donc, dans une situation, une hypothèse, hein, où là, on peut remplacer, je dirais, la totalité du sang par un sang d'un sujet plus jeune. Est-ce que déjà, c'est possible de faire ça sur un corps humain? Et si on le faisait, est-ce que là, à partir de ce moment-là, on aurait des vrais résultats? Ça pourrait rajeunir le corps? Alors là, on est dans de la fiction totale. Hein. Ok, donc je suis en train de divaguer, je suis en train de délirer. N'hésitez pas à me le dire. Non, c'est parce qu'en fait, vous êtes dans la théorie du vampire, là, quasiment. Mais il me semble en fait qu'il y a une clinique en Suisse qui pratique ce genre de choses pour certains fortunés milliardaires notamment. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Alors, ces cliniques, ce qu'elles font en fait ce qu'on appelle des plasmaphéreses. Il y a beaucoup de pays où c'est permis, où on va en fait prendre votre sang, le filtrer et vous le réinjecter. Son propre sang? Oui. D'accord. Parce que derrière le sang, là on parle de sang comme ça, mais il y a des phénomènes immunitaires qui existent. On ne peut pas injecter n'importe quel sang à n'importe qui. Et donc c'est très compliqué. Mais c'est vrai que dans d'autres pays européens, comme la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, on peut beaucoup plus facilement manier le sang. En France, c'est vraiment quelque chose de très particulier, le sang. Et alors, quelles sont alors l'idée derrière ça, l'idée, ça quoi? c'est de dire que dans le sang d'un sujet vieillissant, vous avez un certain nombre de substances délétères. Ok. Et que si vous filtrez ces substances, à ce moment-là, vous donnez un coup de jeune, quoi. C'est un peu comme, je vais prendre encore un exemple de voiture, c'est un peu quand vous faites la vidange, vous pouvez faire complètement la vidange de votre carter moteur ou vous pouvez simplement nettoyer. Il y a d'ailleurs un filtre normalement à huile qui permet de nettoyer au fur et à mesure votre huile. Donc là, ça va permettre, grâce à des filtres spécifiques, d'enlever du sang un certain nombre de substances qui sont délétères. Mais ça peut être aussi d'enlever par exemple du cholestérol. Docteur, vous mentionnez l'utilisation des cartographies physiologiques pour évaluer notre capital santé. En quoi consiste ce concept et comment vous le mettez en œuvre dans votre pratique? Alors, pour une cartographie physiologique, ça veut dire que l'on va examiner, mesurer, évaluer en fait l'ensemble des fonctions physiologiques ou un maximum de fonctions physiologiques. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à tout ce qui nous compose. La peau, le cerveau, les artères, le cœur, les poumons, etc. Et on va voir où ils en sont fonctionnellement par rapport au vieillissement. Donc là, on fait un bilan complet. Là, on fait un bilan. Alors, il peut être complet, il peut durer une journée entière, il peut durer 2 heures. On peut s'intéresser qu'à certaines parties du corps, mais plus on est général, évidemment, plus ça a d'intérêt. Et ça nous permet d'avoir un diagnostic précis de là où vous en êtes. Et donc, ça, c'est vraiment la vision du physiologiste. Mais il faut ramener ça également à ce qui se passe dans votre sang par rapport aux différents mécanismes de la sénescence. On a cité tout à l'heure tout ce qui était glycation, mais ça peut être du neuroendocrinien, ça peut être du stress oxydant, etc., etc. Donc, ça peut être les télomères, la longueur des télomères. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent être mesurées aujourd'hui et que l'on peut regrouper dans un concept général de santé. D'accord. C'est quelque chose que vous recommandez de faire à partir de quel âge? Ah, j'étais sûr que vous alliez me poser la question. Moi, je recommande rien de particulier. Je vais dire les choses différemment. Il faut que les gens soient conscients qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est bien à partir du moment où vous le découvrez, si c'est à 50 ans, à 40 ans, à 30 ans, à 70 ans, peu importe. C'est au moment où vous ressentez le besoin d'aller plus loin sur votre santé. Mais comme on est dans la prévention et pas dans la réparation... Dans la théorie, vraiment
idéal, Oui. l'idéal, ça serait, il faut le faire à 20 ans pour savoir quelles sont vos références. Ouais. Et ensuite, on devrait le regarder tous les 10 ans Tous les 10 ans. pour regarder comment vous évoluez. Et à ce moment-là, on verrait tout de suite à quel moment vous commencez à sortir de votre norme ou de votre idéal. Et avec quelques conseils parfois très simples, Oui. tac, on vous Ouais. ramène sur quelque chose d'idéal, si j'ose dire. D'accord. Bon, mais en tout cas, c'est une bonne référence. Alors, docteur, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui, selon moi, est très important, qui est le mal de notre époque, qui est la solitude. On parle souvent de la solitude comme d'un mal silencieux. Quel impact concret peut-elle avoir sur notre santé physiologique et sur le vieillissement ? Alors, en fait, vous abordez le problème de la dépression. Tout notre corps est bâti pour aller vers les autres, pour aller vers des contacts, au niveau cérébral. Oui. Donc, c'est la richesse de pouvoir échanger, dialoguer, de pouvoir s'intéresser à l'autre, que l'autre s'intéresse à vous. C'est notre vie, normalement. Et quand on est privé de ça en tant qu'être humain, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand on rentre à ce moment-là et quand on est privé de ça et qu'on en souffre, ça veut dire qu'on déprime. Et là, il y a plein d'études qui l'ont montré de façon très intéressante, eh bien, tout notre système neuro-endocrinien se met un petit peu en veille. Ah, C'est-à-dire qu'on a nos différents niveaux hormonaux qui baissent, on a notre métabolisme qui se dégrade, mais qui se dégrade quand, par exemple, notre métabolisme faiblit. Eh bien, vous avez le cholestérol qui monte, vous avez la glycémie qui est moins bien régulée, vous avez vos muscles qui s'atrophient plus vite, parce que vous bougez moins, vous allez plus vers les autres. en fait, le corps se dégrade petit à petit. Et le corps se dégrade plus vite. Donc c'est quelque chose de très négatif. Et je ne sais pas si vous avez prévu de parler des zones bleues, mais ça me fait penser aux zones bleues. Oui, parlons des zones bleues. Alors, vous avez raison, parlons des zones bleues. Alors, les zones bleues ne sont pas des zones de notre planète où tout est bleu. Les zones bleues sont caractérisées en fait par un plus grand nombre de centenaires que dans les autres zones de la planète. Et ces zones bleues ont été très étudiées depuis des années, et en particulier au Japon, à Okinawa. Mais il y a aussi une zone en Sardaigne, il y a des zones un peu partout dans les Andes, où il y a plus de centenaires. Et souvent les chercheurs essayaient de mettre en évidence un truc, une molécule particulière qui serait dans l'eau, qui serait dans l'air et qui permettrait que les gens vivent plus âgés et bien. Eh bien, en réalité, ils n'ont jamais rien trouvé, sauf une caractéristique très importante qui est finalement la même dans toutes ces zones, qui est que ce sont des gens qui mangent peu, donc il n'y a pas d'obèses là-dedans. Ce sont des gens qui travaillent toujours physiquement. Toujours actifs. Toujours actifs, quel que soit l'âge. Et quel que soit l'âge, si je prends Okinawa, ça veut dire qu'à 90 ans, vous ramassez du riz. Alors vous ramasserez moins de riz que quelqu'un de 30 ans, mais vous ramassez votre truc de riz et vous l'amenez à la communauté. Donc mine de rien, avec les moyens du bord, vous faites ce que vous pouvez, mais vous appartenez à la communauté. Vous n'êtes pas mis en retrait de la communauté. Un point très important. Fondamental, et qui justement là rebondit sur l'isolement. C'est l'isolement, c'est ça qui m'y fait penser. Et enfin, ce sont des régions où il y a très peu de stress. Parce que tout est parfaitement organisé, ils savent où ils vont, ils savent où sont leurs rizières, enfin bon bref. Chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Et ce qui, moi, me paraît tout à fait frappant, et qui gêne toujours les gens à qui on parle de ça, c'est que c'est exactement l'inverse de nos sociétés occidentales. Ouais. Exactement l'inverse, point par point. Donc c'est quasiment miraculeux qu'on ait des centenaires. Et si on a des centenaires, c'est effectivement soit des gens très chanceux, soit à travers les progrès de la médecine. Parce que ça veut dire que médicalement, on traite et on équilibre de mieux en mieux un certain nombre de pathologies, qui fait que les gens du coup meurent pas, ou meurent beaucoup plus tard, et donc on a une augmentation de gens, mais pas en bonne santé. Ce qui n'est pas le cas des zones bleues. Non, ce qui n'est pas le cas des zones bleues, il reste
dans une meilleure santé possible le plus longtemps possible, et même quand ils sont malades, ils sont tout de même gérés par la société. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas isolés. Les autres s'occupent d'eux parce que ce sont des membres de la société. Donc ça, moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est une leçon pour nous. C'est une leçon d'humanité, mais qui est précieuse à utiliser en termes de longévité. Et comme je vous l'ai peut-être dit, les gens qui sont très attachés à leur longévité, c'est des fois parce qu'ils n'ont pas envie d'être une charge pour les autres, et des fois qu'ils ont envie de s'occuper des autres le plus longtemps possible. Après, il y a un autre point, bon, qu'on va pas forcément développer, mais qui est quand même important, c'est qu'on peut être entouré, mais de mauvaises personnes. Alors ça me fait penser à une anecdote d'une femme qui un jour, il y a longtemps de ça, elle venait en consultation et elle me disait « Docteur, je vais devoir arrêter ». Alors je lui dis « Mais il y a quelque chose qui ne va pas ?» Elle me dit « Non, je vais super bien, je n'ai jamais été aussi bien. J'ai jamais été aussi bien. » Alors je dis « Pourquoi vous voulez arrêter ?» Ben parce que tout le monde dans mon entourage se moque de moi, trouve que c'est nul. Mais je dis « Mais ils vous voient bien en pleine forme. » Ben oui, mais ils disent que c'est pas bien d'être comme ça à mon âge, que... etc., etc. Donc, cette vision négative et nocive de la personne qui va le mieux possible et beaucoup mieux qu'eux, elle me disait, oui, vous vous rendez compte, docteur, je suis entouré de vieux. Ce mari que j'ai et qui me critique tous les jours, je le supporte plus. C'est un vieux. Et moi, j'ai envie d'aller voyager, j'ai la capacité, plus rien ne m'arrête, etc. Et à la fin, je dis... Comment vous avez géré cette situation ? C'était très triste pour moi parce que je lui dis, mais écoutez, je comprends pas, ils vous voient comme exemple, donc ils devraient venir eux aussi se prendre en charge. Ah non, ils veulent pas. Ah non, ils veulent pas. Ils trouvent que c'est pas sain, que c'est pas normal, que c'est pas ceci, c'est pas cela. Je lui dis, prenez des amis plus jeunes. Mais elle me dit, oui, mais c'est mon entourage depuis toujours. Et en fait, je me rends compte que vous m'avez désinséré de mon milieu. Et j'ai besoin de ce milieu. Donc je vais arrêter, non pas parce que ce que vous faites n'est pas bien, mais parce que je ne supporte plus cette désinsertion. C'est quand même assez triste. Et j'ai été, mais plus que peiné par ça, parce que... c'est un sacrifice qu'elle fait. C'est un sacrifice, oui. C'est je me noie avec les autres. Voilà, c'est ça. Je les connais, ils se noient, je me noie avec eux. Quand on est dans cette démarche-là de toujours être meilleur dans sa vie, de toute façon, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux pour qui vous allez être une inspiration, et donc ils vont vous soutenir et vous admirer. Et ça, c'est une énergie ultra positive qui vous porte. Et puis il y a la deuxième catégorie de personnes, les envieux. Ceux qui ne supportent pas de vous voir mieux qu'eux ou mieux qu'avant même, et donc qui vont vous tirer vers le bas. Et c'est pour ça que je parlais de l'entourage, qui est selon moi essentiel, même dans une démarche comme celle-ci. Et pour rebondir encore sur ce que vous me dites, c'est que nous avons beaucoup de couples. Ah oui. Et d'avoir des couples, c'est passionnant parce que moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois quand un couple vient. Je leur dis, écoutez, c'est la plus belle preuve d'amour. C'est-à-dire que vous voulez continuer à vivre ensemble le mieux possible, le plus longtemps possible. C'est un fait. Hein. Alors, il ne faut pas que l'un d'entre eux lâche. Non, il ne faut pas. Oui, mais justement, quand ils sont deux, ils sont dans une synergie. Oui, il n'y en a pas un qui regarde l'autre en disant « mais tu te rends compte, tu as encore fait du gainage, mais c'est n'importe quoi. » Non, ils sont dans le même état d'esprit. Ils sont dans le même état d'esprit, en disant « ah ouais, c'est vachement bien, tu as progressé, etc. » Et puis là, pas de sucre, et puis oui, on est invité à tel endroit, écoute, je te soutiens, on va pas prendre de vin. Ou alors, on remplit le truc, le verre, mais on le boit pas. Ou alors, il n'y a jamais comment dire, il peut y avoir des petits excès. Mais quand les excès arrivent dans quelque chose qui est bien maîtrisé depuis longtemps, le corps les tolère très bien. Donc, tous ces équilibres se gèrent mieux quand on est deux. C'est encore une illustration de, quelque part, de l'isolement. Mais le fait de ne pas être isolé est très positif.
Alors on a parlé de beaucoup de choses, de la nutrition, du sommeil, de l'environnement, de l'entourage, du stress, de la solitude. J'aimerais également qu'on parle d'un autre point qui me semble tout aussi important, mais qu'on n'évoque jamais, c'est la spiritualité. Quel rôle joue la spiritualité dans tout ça? Alors, c'est vraiment la première fois qu'on parle de ça. Donc, je vous en remercie, c'est très, très intéressant. Les gens que je vois n'évoquent jamais ce point-là. Ils viennent voir véritablement quelqu'un qui a une réponse technique. À une époque, d'ailleurs, tout au début, il y a plus de 20 ans, 25 ans même, j'avais inclus dans mon bilan le passage chez une psychologue. Je voulais voir un petit peu quel était l'état d'esprit des gens qui venaient, s'il n'y avait pas d'autres raisons, enfin voir les motivations profondes, etc. Ça a super mal passé. Pourquoi? Parce que les gens disent « je ne suis pas là pour ça. Je veux une réponse technique. » Donc, maintenant, est-ce que, globalement, je vois des gens de toutes les religions. Je parle de religion parce que vous me parlez de spiritualité, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une vie spirituelle sans forcément adhérer à une religion quelconque. Et j'essaie de réfléchir devant vous parce que c'est une question qui est passionnante. C'est une question qui est passionnante. D'abord, il faut que vous sachiez que moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Et que malgré cette croyance en Dieu, je ne me sens pas du tout limité techniquement. Je crois aussi que nous devons avoir un respect de ce qui nous a été donné. C'est-à-dire que on nous a donné un corps qui est ce qu'il est, petit, grand, machin, bidule, ce que vous voulez, quelle que soit sa couleur, la couleur des cheveux, des yeux, peu importe. Notre responsabilité personnelle, c'est de le conserver le plus longtemps possible, le mieux possible, c'est-à-dire le respecter ce don qui nous a été fait. Je vous parle de choses très intimes, là, parce que chacun peut se placer comme il veut par rapport à ça. Mais moi, je le sens comme ça, en tout cas, en ce qui me concerne. Et je le donne comme ça aux gens qui viennent me voir. Oui. Ensuite, je crois que c'est très important, et vous l'avez remarqué, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, c'est que les gens que je vois vont vers les autres. N'ont pas de démarche égoïste. Ils vont vers les autres. Oui, c'est vrai. Et ça vous montre aussi que on prend du temps avec eux. On parle de choses qui ne sont pas simplement leur niveau de cholestérol ou leur niveau d'antioxydants. Ouais, j'imagine. On doit les comprendre. Et c'est en les comprenant le mieux possible qu'on peut leur donner les conseils les plus adaptés. Parfois, ça me fait penser à tout à fait autre chose parce qu'on n'a pas parlé, un des éléments importants pour avoir une longévité ou une santé, c'est d'éviter les toxiques. Et dans les toxiques, vous avez évidemment le tabac. Je dis pas aux gens, alors c'est très rare les fumeurs que nous voyons, on en voit très très peu, peut-être moins de 1%. Ah, ok. Oui, parce qu'ils ont une démarche déjà. Et des fois, à la fin de la consultation, les gens me disent « Mais docteur, je comprends pas, vous m'avez pas parlé de la cigarette ?» Ben, je dis « Oui, vous savez tout sur la cigarette. Mais si vous arrêtez pas, c'est que vous y arrivez pas. Donc je vais pas vous coller un stress supplémentaire. On va en reparler progressivement. Et vous verrez que dans 6 mois, vous aurez déjà moins envie de fumer. Et probablement, dans 1 an, vous aurez arrêté naturellement. Tandis que si je vous bloque là maintenant en disant « Arrêtez de fumer ou je veux plus vous voir », ça vous colle un stress de plus et vous allez allumer une clope directe. C'est une bonne approche. C'est une approche différente. C'est une approche très très humaine, il me semble. Et c'est là où ça rejoint la spiritualité. Bon, ensuite,
moi, de façon personnelle, je mets en avant toujours 2 éléments qui manquent de plus en plus à notre société, c'est le respect et la bienveillance. C'est vraiment des choses, et chaque chose que nous faisons va dans ce sens-là et empreinte ça. Et quand on apprend des choses aux gens sur eux-mêmes, parce que c'est très important d'apprendre des choses aux gens, quand on leur donne des objectifs atteignables, quand ils réussissent à les avoir, ben, c'est quelque part un petit triomphe, parce que quelque part, ils luttent contre la nature qui fait qu'on se dégrade. Il faut pas oublier que tout est fait. Vous savez qu'en naissant, vous savez pas si vous serez heureuse, malheureuse, riche, pauvre, en bonne santé ou malade. Vous savez simplement que vous allez mourir. C'est la seule chose d'ailleurs dont on est tous sûrs et certains sur cette planète. Pas sûr. Pas sûr pour vous? Parce qu'on lutte. Oui, mais jusqu'à quand? J'en sais rien. Mais en tout cas, on va tenter, si vous voulez. Ce qui est important, c'est d'avoir la vision. Là, j'ai rencontré, il y a 6 semaines, quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, à Tokyo, qui est le professeur Yamanaka, prix Nobel de médecine sur tout ce qui va, et physiologie, sur tout ce qui est cellules souches. Donc, on a discuté très longuement ensemble. Et il m'a dit une chose qui m'a beaucoup amusé. Il me dit, vous savez ce qui est important, et c'est ce que j'ai appris aux États-Unis, parce qu'il a beaucoup bossé aux États-Unis. Il me dit, il faut avoir dans la vie, il faut avoir une vision et travailler beaucoup. Et de belles leçons. Non mais attendez. Et il me dit, là c'est sa responsabilité, je pense qu'il n'aimerait pas que je le répète, il me dit, le problème c'est qu'au Japon, on sait travailler beaucoup, mais on n'a pas beaucoup de vision. Et je lui ai dit, vous savez, nous en France, on a beaucoup de vision. Mais on ne sait pas travailler beaucoup. C'est vous qui le dites. Oui, je l'ai dit. Et ça m'a plu beaucoup. Et c'est vrai qu'avoir une vision est important. Parce que ça guide votre vie. Alors vous qui croyez en Dieu, ouais. Est-ce compatible justement avec le fait d'avoir cette vision de longévité et de pouvoir vivre, pourquoi pas un jour, éternellement? Bon, on n'est pas là, hein. Mais moi, j'ai pas envie de regarder ça sous cet angle, parce que l'éternité, l'immortalité sont des notions qui, encore une fois, sont pas du tout au catalogue, et dont je ne pense pas qu'elles soient réellement concevables pour l'être humain. Je suis pas sûr. Alors que moi, il y a des gens qui vous disent « Oui, me rendez compte, vivre 150 ans, mais qu'est-ce qu'on s'emmerderait, c'est inconcevable, etc. » Je dis « Vous, peut-être, pas moi. » Moi, tous les jours que Dieu fait m'apporte des projets, des idées, et je suis en retard sur tout, donc il faut que je me dépêche, j'ai plein de choses à faire. Plein de choses. Moi, je les occupe, mes 150 ans, sans difficulté. Est-ce que vous pensez qu'une personne spirituelle, hein, donc au sens large, est-ce que c'est quelque chose, un atout? Ça faciliterait peut-être davantage le travail que vous faites avec elle sur cette question de longévité? Parce que, comme vous le disiez, il y a le respect de l'enveloppe corporelle, il y a aussi peut-être un respect d'une entité, d'une force qui est bien plus, qui est transcendante. Des choses qui pourraient peut-être l'aider concrètement dans ce processus. Écoutez, il faut que je revienne dans 1 an, parce que là, j'ai presque envie, la prochaine fois que je vois des patients, de leur poser la question. J'ai pas de... c'est rare de discuter de ça, parce qu'encore une fois, les gens viennent pas pour discuter de ça, mais parfois, avec certains amis, la question est évoquée. Il n'y a pas, à mon sens, d'opposition entre la foi et la science. Vous connaissez la phrase de Einstein qui disait, si c'est lui qui l'a dit, « Un peu de foi éloigne de Dieu, beaucoup de foi rapproche ». Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai une éducation religieuse, puis adolescent, j'étais comme beaucoup d'adolescents, me dire « Oh, de quoi parle-t-on ?» Et puis je suis rentré en médecine, et
je me souviens d'avoir regardé des lames d'histologie qui montraient des cellules à travers le microscope, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est beau. Et à travers mes études de médecine, qui sont des études tout de même scientifiques, et devant cette beauté mais intelligente, cette harmonie fabuleuse, je me suis dit, oui, Dieu existe, parce que le hasard n'a rien à voir là-dedans. Bon, ça c'est ma vision très personnelle que vous me permettez d'exprimer, et je pense qu'elle n'intéresse aucun de vos auditeurs. Ouh, détrompez-vous. Mais ça me mène au respect du don, ce que je vous disais tout à l'heure, et à l'envie de partager cette connaissance avec un maximum de gens. Mais encore une fois, il n'est pas question d'obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Il est question simplement d'ouvrir la porte à ceux qui veulent entrer. C'est très biblique comme point de vue, hein. C'est tout. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un aspect qui peut être mal compris, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « oui, mais ça, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, c'est la faute au Jardin d'Éden qui fait que les êtres humains doivent payer ça par leur mort et seront ensuite ressuscités. » Enfin bon, ça, il y a des variables en fonction des religions. Bon, moi je dis que pour l'instant, gardons pied sur terre et travaillons là avec les vivants, ce que nous connaissons, et profitons de ce dont nous avons. Restons à ça. Pour moi, c'est vraiment... Et ça, je crois que tout le monde peut le partager. Je crois que ça transcende toutes les religions, et c'est du bonheur à donner aux gens, et c'est aussi beaucoup d'espoir à donner aux gens. Oui, et puis moi je suis intimement convaincue que de toute façon nous sommes responsables de nos actions et de notre corps aussi. Et c'est pour ça que je trouve cette conversation très enrichissante, pour pouvoir justement prendre les choses en main. Merci. Dernière question, Dr Geiger. Qu'est-ce que le fait de côtoyer des personnes en fin de vie vous a appris sur vous-même et plus largement sur l'humain? Comme vous l'avez dit, je crois au départ, j'ai une formation de gériatre. J'ai géré des services et j'ai été amené à côtoyer la mort de gens âgés, malades. Et ça me fait penser à une réflexion que m'avait fait ma surveillante générale à l'époque. J'avais une nouvelle surveillante qui m'accompagnait, qui voyait, tiens, son médecin-chef, qui disait, tiens, ben, on va le suivre dans son périple, à la visite. Et elle me dit, à la fin, elle me dit, docteur, est-ce que je peux vous parler? Et elle me dit, je dis, mais bien sûr. Et elle me dit, docteur, vous avez un problème avec la mort. Jamais personne m'avait dit ça. Et j'ai dit, oui, j'ai un problème avec la mort, oui, bien sûr. Je déteste la mort. Pour moi, la mort est la pire des injustices. Pour moi, quelqu'un qui disparaît, c'est un drame infini. Et je peux pas le concevoir. Pour moi, c'est en plus d'être un échec personnel comme médecin. C'est un échec pour moi. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui explique ma volonté de m'investir totalement dans la longévité humaine, dans la santé et la longévité, parce que la longévité sans santé n'a pas de sens pour moi. C'est certainement un de ces moteurs profonds qui m'anime. Et c'est vrai que j'ai toujours été très choqué pour ça. Et pour moi, le fait de se dire que, ah oui, mais il va repartir dans une autre vie ou dans un monde meilleur, ok, si vous croyez à ça, tant mieux, parce que c'est un sacré pansement. Hein, ça vous aide. Mais moi, je suis resté plus pragmatique, moi. J'ai envie que les gens restent là. Je suis un amoureux de la vie, moi. Et je veux que les gens puissent vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. Et ça peut être considéré comme une qualité ou un défaut, mais en tout cas, c'est ma caractéristique profonde. Merci beaucoup pour cette conversation
passionnante. J'ai Merci. appris beaucoup de choses aujourd'hui. Mais vous le savez, ce n'est pas totalement fini. On a un petit rituel dans le Manal Show. Ah. Je finis toujours mes entretiens avec une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Allons-y. Alors, c'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? La première chose, c'est que j'imagine ma journée. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Je l'ai pas terminé. C'est un livre un livre russe de Tchekhov. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Peut-être justement croire en l'être humain et à sa longévité. Que demandez-vous le plus dans vos prières ? Santé. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? Partout. Je suis partout bien. Si vous pouvez inviter une personne à votre table pour déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Mes proches. Si vous étiez à la tête du gouvernement, quelle serait la première décision forte que vous prendriez pour améliorer la santé et la longévité des Français ? Alors, je donnerai plus de moyens à la médecine en général. Il y a 2 points de vue. Il y a le point de vue de la médecine du soin, mais il y a aussi la prévention. Et aujourd'hui, la prévention, elle est inexistante, la vraie prévention. Donc, c'est cet aspect que je mettrai en route. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? J'allais dire spontanément trop travailler. Vous avez quel âge, Christophe de Jaeger ? J'ai 65 ans. Si vous aviez 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous ? J'ai envie de vous dire dans un livre. Qu'est-ce qu'il y avait au menu hier soir chez vous ? Du poisson. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres ? Leurs prétentions. Quelle est votre Madeleine de Proust ? Quelque chose qui vous rappelle votre enfance ? Je suis pas un nostalgique de mon enfance. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Je suis un type très loyal et très bienveillant. Et selon vous, quel est votre plus gros défaut ? J'ai du mal à m'extraire de mes passions. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je pense à la journée du lendemain. Avec votre expérience, avec tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez fait ces dernières années, quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise et qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école ? Waouh. C'est croire en l'être humain. Croire en l'être humain. Je pense que c'est une bonne façon de clôturer cet entretien. Merci beaucoup, docteur. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, je rappelle que vous avez écrit des livres. Celui-ci, Médecine de la longévité, une révolution. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur ce livre ? Alors, là, c'est vraiment une vision très large du concept. C'est vraiment à la fois comment on arrive à cette médecine de la longévité, quels sont les points importants, qu'est-ce qu'on recherche, les objectifs, mais c'est également une question, on se replace dans l'évolution de la société, ce que ça va impliquer dans l'avenir, et c'est pas juste un livre sur la médecine ou une nouvelle branche de la médecine, c'est vraiment un livre d'ouverture vers le monde et aussi vers nous-mêmes. Donc, parce que ça pose beaucoup de questions, la longévité en bonne santé, ça implique beaucoup de questions sur soi-même. Excellent. Et celui-ci aussi que vous nous avez apporté, bien vieillir sans médicaments dès 40 ans. Alors là, c'est plus technique. C'est plus quand les gens veulent avoir des idées précises sur la nutrition, sur l'exercice physique, passer en revue un certain nombre des techniques qui sont évoquées sur les correcteurs physiologiques, sur les télomères, etc. Donc on est plus dans le technique. En fait, c'est 2 livres qui sont très complémentaires. Oui, oui. L'un qui est beaucoup plus général, qui replace cette médecine dans notre société et dans la vie des gens. Et là, c'est quelque chose de plus pratique. Quoi manger, pourquoi ceci, pourquoi cela. Évidemment, on nous mettra tous les liens en description de cet épisode. Merci beaucoup, docteur de Jaeger, pour toute la valeur que vous avez partagée avec nous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci infiniment.